Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. C'est toujours Mathieu au micro et je suis super heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Fat Interview. On vous emmène à rien de moins qu'au Brésil, à Taïba, à la rencontre de Maxime Chablot, le numéro 1 mondial 2020 en kite freestyle. J'ai adoré cette rencontre qui m'a permis de ressentir l'état d'esprit d'un athlète super jeune. Maxime a 19 ans et ultra doué. Non seulement il domine la compétition en kite, mais il est aussi ultra fort en ski freeride et ambitionne de devenir le premier rider champion du monde dans les deux pratiques. Il nous livre les clés de sa réussite, mais aussi plein de conseils pour rider. Un grand merci à Julien et Soraya de la Posada Line-Up d'avoir organisé cette rencontre à Taïba. J'espère que cet épisode vous emmènera avec nous. Vous pouvez imaginer une magnifique posada, un hamac, une piscine et quelques paniers qui s'agitent dans 20 nœuds. Je suis super heureux de sortir cet épisode alors que la Coupe du Monde de Freestyle reprend aujourd'hui en Espagne à Tarifa. L'heure est à l'optimisme et j'espère que vous avez prévu de passer un maximum de temps dehors pour rider. C'est parti pour cette fat interview, Maxime Chablot, le surdoué de la glisse. Salut Maxime, bienvenue sur Mordu. Merci beaucoup. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis hyper content que tu sois là. Merci à toi. T'es le gars qui est en train d'exploser là sur la scène freestyle en kite. Pour ceux qui n'ont pas encore la chance de te connaître, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, mon nom est Maxime Chablot. Je suis suisse. J'ai 19 ans. Et je pratique le kite freestyle maintenant déjà presque 9 ans. Et voilà, cette année, jusqu'à maintenant, j'ai fait 2 fois 4e overall de freestyle en 2018 et 2019. Et là, en 2020, j'ai gagné les 2 seules compétitions qu'il y a eu en gros de l'année. Et du coup, t'es premier mondial. Bah oui. Du coup, oui, premier mondial en 2020. À part, malheureusement pas de titre de champion du monde parce que à cause du Covid et tout ça, vu qu'on a eu que un vrai événement et un événement virtuel en gros, ça a pas compté comme champion du monde, mais quand même très content et puis c'est cool. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, non seulement t'as ce palmarès, t'es super jeune, t'es né en quelle année ? 2001. Boum. Donc il me met 20 ans d'écart. T'es aussi un mec qui est ultra doué en ski freeride. Et puis si on regarde ton compte Instagram, t'es assez actif et on a l'impression que t'es super fort en tout. Comment ça se fait là ? Comment t'as commencé tous ces sports au départ ? Bah écoute, j'ai commencé dès le départ, dès que j'étais très jeune, à faire plein de sports en fait. Mes parents m'ont toujours poussé dans vraiment faire tous les sports, faire du tennis, faire du ski, du kite, du surf, genre vraiment tout. Et du coup, ça m'a permis à garder cette polyvalence. Et puis le ski, en fait, j'ai fait beaucoup de ski alpin quand j'étais jeune. Et du coup, ça m'a permis d'après performer dans le freeride aussi, quoi. Ah, il y a beaucoup de similitudes entre le ski freeride et le kite freestyle ? Pas tant que ça, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de prendre... en gros, la saison de kite, c'est mon temps off des skis, et puis ça me permet de revenir au ski bien plus motivé qu'avant, et puis la même chose dans l'autre sens, quand je fais une saison de ski, après je suis super motivé de retourner sur les kites. Et t'as des frères et sœurs ? J'ai un grand frère qui a maintenant 21 ans et qui fait aussi du ski alpin à haut niveau. Il est dans les cadres nationaux suisses de Swiss Ski et il performe aussi là-dedans à haut niveau. Et alors, à ton avis, qu'est-ce qui fait là que les deux frangins Chablot, là, ils déchirent tout ? À part, bon, ok, vos parents vous ont mis tôt à tous ces sports et vous ont poussé, mais c'est le cas de plein de personnes. Vous, là, il y a quand même une sacrée réussite. Alors, c'est clair que ça doit être un petit peu dans les gènes quand même. Je veux dire, mes 2 parents sont ultra sportifs. Ma mère a fait du ski de boss en compétition et mon père a aussi fait du ski alpin et du ski nautique en compétition. Et c'est clair, nos parents, ils étaient toujours derrière nous, ils nous ont toujours poussé à aller skier, à aller faire du kite et tout ça. Et puis c'est clair que ça a beaucoup aidé.
Toi, là, tu me disais en préparant l'émission que tu es vraiment rider professionnel. Tu dédies tout ton temps à ça. Quand tu as décidé d'arrêter tes études pour te dédier à ce sport, tes parents, ils t'ont tout de suite poussé ou ça a été quand même des discussions? Alors c'est clair que ça a été des discussions. J'avais que 15 ans et mes parents en fait m'ont toujours dit que ouais, si tu veux faire du sport, si tu veux faire du kite, si tu veux être pro, il faut commencer à un jeune âge. Genre tu peux pas commencer à 18 ans à une carrière, c'est limite trop tard. Ah, ça me fait plaisir, c'est pour ça que je suis nul. Mais vas-y, continue. Et et du coup, mes parents étaient vraiment derrière moi, mais ils étaient vraiment à dire ouais, mais alors si tu veux faire ça, ben il va falloir bosser quoi, il va falloir t'entraîner physiquement, il va falloir t'entraîner beaucoup sur l'eau et puis il va falloir prendre ça au sérieux. Et et du coup, mes parents Claire étaient un petit peu stressés là les dernières années. Et mais maintenant, je commence à avoir pas mal de sponsors et puis à vraiment gagner des compétitions, les résultats sont là et tout ça. Et du coup, mes parents maintenant, ils sont un peu plus relax et puis ils m'aident encore beaucoup dans ma carrière. Je veux dire, je serais impossible de faire tout seul, mais je pense ils sont très fiers de moi et puis on verra comment va le reste. Je pense qu'il y a plein de jeunes qui aimeraient être aussi bons que toi, avoir les résultats, pro rider, les sponsors qui suivent et tout ça. Aujourd'hui, dans ta gestion de carrière, qu'est-ce qui fait que tu penses que tu scores mieux que les autres? Eh ben, je pense la motivation est un assez gros facteur et puis aussi l'engagement. Je veux dire, je sens par exemple au freeride que je suis beaucoup plus engagé à faire des, des events et le plus d'events possible pour gagner le plus d'expérience possible que d'autres riders. Il y a d'autres riders, ils vont que aller faire les compètes de plus haut niveau, mais du coup, ils ont plus ou moins aucun entraînement à côté. Ils vont rider pour eux, mais c'est pas tout à fait la même chose que de faire les compétitions. Et moi, je choisis plutôt d'aller faire plusieurs événements à plus petit niveau, juste pour gagner de l'expérience, pour m'entraîner et tout ça. Et en kite, ben, je suis un mec très compétitif. J'adore la compétition, j'adore gagner, j'aime pas du tout perdre. Et du coup, je pense que c'est cette haine de vouloir gagner qui me rend très fort. Alors, tu as une particularité hein, pour ceux qui te suivent en termes de style. Euh, on te regarde faire, ça a l'air mais ultra facile. Euh, Tu tombes pas beaucoup, tu craches pas trop. D'ailleurs, je crois que tu t'es jamais trop blessé. Comment ça se fait? Tu t'entraînes dans ton coin, il y a personne qui filme. Alors, je me vois souvent un peu comme un chat, sans déconner. Enfin, j'ai, j'ai pas mal de facilité à ne pas tomber. Après, c'est pas toujours positif parce que, je veux dire, parfois, je vais aller un peu moins haut que les autres, je vais essayer de faire un peu moins de rotation que les autres parce que j'ai limite peur de tomber, entre guillemets. Mais je pense que ça m'a vraiment aidé à vraiment maintenant en gros, à la place de brûler les étapes, vraiment faire un pas après l'autre dans mon ride. Et puis, à force de faire ça, eh ben, j'avais plus de facilité à poser mes tricks. Et puis, et je veux dire, si tu fais que cracher toute une journée, ben, c'est dur de plaquer un trick. Si tu tombes un peu de travers, ben, tu vas tomber. Alors que là, maintenant, vu que je fais que poser, ben, si je tombe un peu de travers, ben, je vais quand même poser. Je vais pas tomber. Et puis ouais, j'aime bien la quality over quantity. J'essaie de pas trop pousser, trop de rotation, d'amplitude, tout. J'aime faire tout propre et avec du style et tout. Et puis ça marche mieux pour moi. Là, je discutais avec un pote là cet après-midi. On était sur la lagune de Taïba ensemble. T'as ridé. Moi, j'ai ridé juste avant toi. Lui, il me disait un truc super intéressant sur les tricks. Il me disait déjà le kitesurf pour lui c'était un peu comme l'escalade et c'était un peu un problème à résoudre. Le gars il est ingénieur chez Microsoft, c'est un très bon rider aussi. Il me dit moi c'est comme un trick, c'est comme un problème à résoudre et j'essaie de voir qu'est-ce que je dois faire avec mon corps pour débloquer tous les problèmes. Il avait ces trucs super analytiques du ride que je trouve super intéressant et qui est d'ailleurs une méthode que moi je pourrais m'appliquer parce que je suis un mec qui réfléchit peut-être un peu trop justement pour être bon dans ce que tu fais toi.
est-ce que toi, t'as cette démarche analytique ou tu sens le truc? Moi, souvent, je sens le truc, et puis si je réfléchis trop à qu'est-ce que je dois faire, ça marche pas forcément. Par contre, j'ai une certaine facilité à sentir qu'est-ce qui ne va pas. Il y a des riders qui essayent, et puis ils vont jamais réaliser qu'est-ce qu'ils font faux. Ils vont être là, désespérés à essayer, cracher, et puis ils vont jamais vraiment sentir qu'est-ce qui va faux. Alors que dans le kite, on a quand même beaucoup de facteurs. On a la planche déjà avec l'eau, le pop. Moi, je dis toujours, 70% du tricks, c'est dans le pop qui se passe. Moi, quand je regarde quelqu'un rider, dès qu'il pop, je peux dire s'il va poser son tricks ou pas. Donc le pop, pour ceux qui sont moins branchés kite, c'est l'appel, l'impulsion L'appel sur du l'eau. saut, exactement. C'est dès qu'on donne l'appui sur la planche pour décoller. Et après ça, on a la position de l'aile, la position du corps, la planche plus haut, moins haute. Et moi, j'ai toujours eu une certaine facilité à, à sentir ces choses-là, à sentir, ok, ici, peut-être si je mets ma planche un peu plus haute et le kite un peu plus bas, et ben ça va être plus facile à tourner et tout ça. Et je pense que ça, c'est un truc que pas tout le monde a. C'est un peu, c'est dur à apprendre. Ah, moi, je te confirme. Hein. Moi, je peux faire 100 fois la même chose si j'ai pas un mec qui m'explique. D'ailleurs, on m'a expliqué assez récemment comment je devais corriger mon pop. Et ça a eu un effet de dingue, Oui. mais je l'aurais pas senti tout seul, tu vois. Non, mais c'est très difficile dans chaque sport. C'est très difficile à sentir soi-même qu'est-ce qu'on fait faux. Et moi, c'est un peu aussi pour ça que je suis assez bon dans un peu tout ce que je fais, c'est que je sens vraiment, j'arrive à sentir qu'est-ce que je fais faux. Et même, par exemple, quand je fais du skate, j'arrive à sentir, ok, là, mon pied, il faut qu'il soit plus ici pour que la planche tourne mieux ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est ça qui me donne une certaine facilité à performer dans un peu tous les sports. T'as une équipe d'entraînement autour de toi? T'as un coach, un Alors, physio? j'ai mon coach principal de kite qui est Fabio Ingrosso, qui risque... Fabio, qui est vraiment Ouais, Fabio. quelqu'un iconique du kite depuis les débuts. Exactement. Et là, il y a eu quelques complications entre les sponsors et trucs. Du coup, je risquais de changer avec Nicolas Delmas, qui est un ancien, enfin un pro rider qui a dû arrêter l'année passée parce qu'il s'est fait une très grosse blessure au genou. Et lui aussi va commencer à coacher maintenant. Et en fait, lui et Fabio bossent un peu ensemble. Et du coup, je pense, là, pour l'année prochaine, bah, j'aurai un peu les deux derrière moi. Et des deux différents coachs. Fabio, un peu plus le mec qui connaît très bien la compétition et puis qui sait comment me calmer et comment me parler et tout ça. Et puis Nico, qui a peut-être un peu plus de technique en lui, qui a quand même fait des bons tricks lui-même et tout ça, et lui qui pourrait peut-être m'aider à pousser un peu plus de tricks et différents tricks et tout ça. Ah, parce qu'effectivement, hein, toi, ta pratique, ta discipline, c'est un truc qui évolue tout le temps. Ce que tu fais toi, donc des doubles passes en l'air, c'est des tricks qu'on a vu arriver il y a assez peu de temps finalement, on commençait à avoir des nouvelles variations. Je les connais avec ce même pote super fort en lui disant, attends, toi t'es bon parce que t'aurais été champion du monde il y a 10 ans. Il me dit, bah ouais, mais bon, moi aujourd'hui je suis à Taïba, je suis personne, quoi. Et tellement le sport évolue tout le temps, c'est incroyable. Oui, c'est clair. Alors là, le sport avec un peu la nouvelle génération, en gros, on peut dire là, au bout, les gars qui sont nés après l'année 2000, on a vraiment commencé à mettre un peu un step en dessus des anciens riders, en gros, si on veut dire. C'est clair que les anciens riders, ils sont encore très forts et tout ça, et puis on a du énorme respect pour eux. Mais là, bah, on a commencé à développer des meilleures techniques de position d'aile, des meilleures techniques de pop et tout ça. Et tout ça, ça a aidé à faire des plus gros tricks et des meilleurs tricks. Ah, mais c'est sûr, hein, quand on vous voit rider, là, justement, toute cette jeune génération, et là, j'ai eu la chance de le faire à la Lune de Taïba, on voit tout de suite en termes de tonicité, de vitesse de rotation, et on se dit, bah, ça va 2000 à l'heure, et Mm.
Et la différence, elle est énorme, quoi. Et tu vois d'autres mecs plus vieux qui sont très forts, mais tu te dis, bah ouais, ça va moins vite, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais même s'ils sont très bons, quoi. Oui, oui, là, c'est vrai, il y a eu une explosion de niveau là. Enfin, il y a, disons, déjà rien qu'entre il y a 2 ans où il y avait Carlos Mario qui dominait tout, qui faisait vraiment, genre, ses tricks d'échauffement, c'était des tricks de rêve pour les autres riders. Et là, ça a changé. L'année passée, en 2019, on a vraiment vu un niveau en compétition, mais de dingue, quoi. Il y a des gars qui ont commencé à scorer des hits de 37, 38 points sur 40. Alors, ce qui veut dire qu'il faut faire plus de 9 sur chaque tricks. Et ça, les 2 années ou l'année avant ça, ben, qu'il y avait que Carlos Mario qui pouvait faire ça, quoi. Alors, ça m'amène à un sujet dont je voulais parler avec toi. Donc, le kite, grand public, enfin, le kite, c'est un truc qui explose, il y a de plus en plus de monde qui pratique. Enfin, t'as pas un groupe de potes où il n'y a pas quelqu'un qui a déjà fait du kite, qui a pas fait un stage et tout ça. En revanche, la discipline plus élitiste, le freestyle, est un peu moins connu du grand public. Est-ce que toi, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? Et est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu as des explications? Bah, c'est clair, on le ressent beaucoup. Enfin, le kite, c'est un sport qui explose, quoi, qui est vraiment énorme maintenant. Quand moi j'ai commencé le kite, je parlais de kite à mes potes et puis à des gens en Suisse et puis personne comprenait de quoi je parlais, quoi. Genre, j'étais obligé d'expliquer, ouais, un cerf-volant avec une planche sur l'eau, machin. Et là maintenant, je vais dans une rue en Suisse, je demande, vous savez qu'est-ce que c'est le kite? Et puis tout le monde dit oui, quoi. Et le sport est vraiment en train de grandir, mais le tour freestyle en soi-même a plutôt tendance à baisser un peu. En tout cas, entre il y a 10 ans et maintenant, c'est vraiment, on avait beaucoup plus de prize money et puis tout ça. Et ce qui est un peu triste, mais là, on fait un bon job quand même à essayer de un peu adapter notre style de ride au grand public, ce qui est pas facile parce que nous, ce qu'on veut, c'est de la technicality. Alors, de faire des tricks techniques qui prennent des années à apprendre. Je veux dire, un double handle pass, je veux dire, il faut des années, des années, des années de ride pour arriver. Et alors qu'un saut à 5 mètres, que tous les gens sur la plage vont être ouah, et à sauter à 5 mètres, je sais pas, peut-être au bout de 6 mois. ouais, 6 mois, c'est bon, quoi. Et, euh, et ça, pour nous, c'est un peu dur à digérer parce qu'on met vraiment beaucoup d'efforts dans notre ride, on se casse limite en deux parce que les réceptions sont hyper dures et tout ça. Et pour, en fin de compte, pas un énorme reward. Et, mais là, maintenant, on fait un bon job avec l'association, la Global Kite Sports Association, qui est en fait une association entre toutes les marques de kite. Et le tour est en train de grandir et puis je pense que ça va être bien pendant les prochaines années. Ouais, effectivement, les règles de points de scoring ont évolué. C'est plus simple, quoi. Enfin, Mm. parce qu'à une époque, c'était juste incompréhensible. Enfin, fallait déjà être pro-rider pour comprendre ce qui se passait, Oui, quoi. c'est clair, c'est très difficile je veux dire, si t'es pas dans le kite, c'est dur je veux dire, même ma mère, elle me dit parfois que mais vous faites tous la même chose, genre on voit pas la différence. Et moi, j'essaye de lui expliquer, mais non, mais regarde, là, il part en arrière, là, il part en avant, là, il part à gauche, là, il part à droite, c'est complètement différent. Mais ouais, c'est clair. Le truc, un gros problème, c'est que nous, on aime l'eau plate et on n'a pas ce wow effect de, par exemple, en freeride où on saute une falaise. Par exemple, voir quelqu'un à ski sauter une falaise, ça va impressionner tout le monde, dans tout le monde. Tout le monde peut un peu relayer, se dire putain, mais moi si je suis dessus de cette falaise, je me chie dessus, quoi. Et, euh, et en kite, ben, c'est un peu plus dur à voir parce qu'on est toujours sur de l'eau plate, on voit pas tellement si c'est du vent fort et puis on monte assez haut parfois, mais pas plus de 3 4 mètres. Et du coup, ben, c'est dur à impressionner le grand public. Alors, il y a un event, en revanche, qui, lui, prend grave la cote. C'est le King of the Air en Afrique du Sud, où là, ça monte très très haut. Il y a un gros niveau d'engagement, mais
au final, les pros te disent qu'il y a moins d'engagement en King of the Air que en freestyle GKA. Comment toi tu vois justement l'évolution là de ce gros event Red Bull qui marche, qui cartonne? Bah en fait, le Red Bull King of the Air, ça fait déjà des années que ça cartonne. Là, maintenant, ça commence un petit peu plus. Il y a pas mal de jeunes qui commencent à voir ça et puis vouloir faire ça. Avant, moi, quand j'ai commencé le kite, c'était vraiment freestyle, quoi. Freestyle, c'était le truc à faire et puis voilà. Et là, en Big Air, ben, je veux dire, je viens d'écouter un podcast l'autre jour de Liam Wiley, qui participe au Red Bull King of the Air et au freestyle et qui clairement dit mais le Red Bull King of the Air, ben je sais pas, je m'entraîne pas pour ça, genre c'est pas genre il faut juste avoir des grosses boules quoi. Et sinon il y a pas techniquement c'est pas vraiment difficile le Big Air. Et puis il y a c'est clair, il y a un monstre engagement et tout ça. Mais les meilleurs en Big Air, c'est plus les anciens riders qui ont beaucoup d'expérience de ride, de l'expérience en pilotage de kite et tout ça. Et en fait, c'est les retraités du freestyle, quoi. Mais c'est dur à comprendre ça comme grand public, que le Big Air, en fait, c'est plutôt pour les retraités. Mais nous, entre kiteboarder pro, c'est ça qu'on dit, en fait. C'est les retraités qui font du Big Air. Ah, on passe nos amitiés aux retraités. Mais non, mais c'est vrai, ce qu'on voit avec il y a un peu. Après, c'est clair que le Big Air évolue aussi. Là, maintenant, on a des gars comme le français Edgar Ulrich et tout ça qui envoient des trucs. Mais moi, je suis là, mais putain, ouais, c'est quand même assez technique avec les board-off, les tic-tac, les flips et tout ça. Mais je veux dire, les board-off, on les faisait il y a... J'ai un pote vidéographe qui m'a montré une photo de lui en boogie loop il y a, je pense, plus de 10 ans en arrière. Alors, explique ce que c'est qu'un boogie loop. Un boogie loop, c'est en gros, on part en front roll, alors on part en avant et puis on fait un kite loop en même temps en l'air. Et il a montré une photo de ça et il a dit, tu vois, en big air, ils font toujours ça. Ils font encore des boogie loops, ça compte encore comme un bon trick au King of the Air. Et lui, il le faisait ça il y a 12 ans en arrière. Du coup, ben, ouais, c'est un peu... Ouais. Bon, alors imagine, moi, je veux me mettre, ou un jeune veut se mettre au X-Style, ce que tu fais toi, tu rides avec une planche un peu spéciale où il y a des chausses, hein, donc comme un wakeboard. C'est quoi tes conseils? Alors, moi, les conseils, c'est juste, faut vouloir, parce que ça prend vraiment beaucoup d'entraînement, de faire des handle pass et tout ça, ça prend de la force, ça prend de la technique et tout. Après, moi, je conseille souvent de pas passer aux boots trop tôt, parce que les straps, c'est quand même, enfin, les boots, c'est les choses où on est collé à la planche et puis on va jamais s'enlever, et les straps, c'est juste on glisse le pied dedans et puis si on tombe, ben, on perd la planche. Et moi, je dis toujours de pas changer trop tôt parce que les crashs en boots font très mal. Déjà un. Et de deux, la planche avec les boots va être plus lourde, donc plus difficile à faire certains tricks qui demandent beaucoup d'abdos si on a des boots. Si la planche est plus lourde, c'est plus dur de la monter au-dessus de la tête et tout ça. Après, moi, je dis toujours, je veux dire, faut aller dans des bons spots déjà. Si on essaye de faire du freestyle dans 40 nœuds, je sais pas où en France, c'est très difficile. Et puis après, ben, il faut juste avoir ce sentiment. C'est clair que le kite freestyle n'est pas donné à tout le monde. Moi, je dis souvent, le kite freestyle, c'est fait pour se frustrer en fait, parce que très souvent, je vais au lagon et puis je vois des riders essayer de faire du freestyle et je les vois juste se frustrer en fait. Il y a aucun fun. Et moi, je dis toujours à tout le monde, mais c'est fun quoi, genre prenez le plaisir. Genre, si vous n'arrivez pas à faire un trick, ben revenez en arrière, essayez des trucs plus faciles, cherchez une base de tricks déjà hookés sans se décrocher du harnais pour pour vraiment apprendre à rider la planche, apprendre à poser des tricks parce que si on brûle les étapes et puis on essaye que des trucs trop difficiles et on fait que tomber, on va jamais réussir à atteindre un bon niveau. Alors, tu parles du lagon et tu disais que c'est important de commencer dans un bon spot. Donc là, on enregistre dans une posada à Taïba. Et donc, on s'est rencontrés là tout à l'heure
sur le lagon de Taïba, qui est un des meilleurs endroits pour s'entraîner, hein. Donc aujourd'hui, il y avait toi, il y avait la numéro 1 mondiale, la numéro 2 mondiale. Moi, chaque fois que je suis venu, il y avait des pro riders. Et alors, c'est assez marrant ces lagons pour deux choses. Tu vas me dire ce que tu en penses. La première, c'est que il y a tout le monde. Donc tu vas avoir le numéro 1 mondial, Maxime, et puis tu vas avoir Average Joe, moi, et puis tu vas avoir quelqu'un qui est en train de prendre des cours, mais alors au même endroit. C'est comme si en surf, il y avait Kelly Slater, un surfeur du dimanche et un gars qui prenait un cours, mais au même endroit, ce qui n'arrive jamais. Et en kite, t'as ça. Et c'est vrai aujourd'hui, c'est déjà vrai il y a 15 ans quand je venais au Serra, c'était pareil, il y avait déjà les pro riders au milieu des débutants, c'était assez particulier. Tu trouves ça cool ou tu trouves ça pénible? Ben, pour nous, c'est assez pénible. Alors, ouais, souvent pour nous, c'est quand on veut vraiment s'entraîner, puis qu'il y a des débutants dans le chemin et tout ça, c'est un peu pénible. Mais on est quand même pas aussi, c'est quand même pas aussi dur qu'au surf, où il y a vraiment juste une vague, et puis il y a de la place pour un mec, et puis voilà. C'est que on a un lagon, mais si on vient ici à Taïba, qui est un des endroits les meilleurs, enfin moi, mon endroit préféré pour faire du kite freestyle, normalement le lagon est pas mal divisé. Donc il y a le côté, en gros le côté mer, qui est qui est un peu réservé pour les freestylers, et l'autre côté de la lagune qui est un peu pour les débutants, pour machin. Après, c'est clair, tout le monde qui fait un peu de freestyle ou extyle peut venir du côté pro. Tant qu'il respecte les priorités, se laisser prendre des tours et tout ça. Et c'est là que je voulais en venir, parce qu'effectivement, alors peut-être pour les riders qui sont jamais venus sur les lagunes un peu connues comme Taïba, Kumbuko, enfin les endroits où il y a des pros qui ride, il y a des règles très particulières, il y a des tours et tout ça. Et c'est et effectivement, t'es accepté, mais c'est quand même beaucoup plus cool de respecter ces règles et tout ça. Est-ce que tu peux un peu expliquer pour le gars qui fait trois tricks déhookés, qui veut se mettre au même endroit que les pros, ce qu'il doit faire? Alors, ouais, c'est clair. Déjà, si on respecte pas les pros, ben les pros vont pas te respecter et puis tu vas pas faire un tricks parce que les pros vont te couper la route, les pros machin. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déjà toujours plus ou moins prendre des tours. Alors, le meilleur truc à se dire, c'est que tu prends quelqu'un, n'importe qui, et tu te dis, bon, je vais sauter après lui. Et je vais toujours sauter. Faut toujours prendre quelqu'un qui, à ton avis, fait ça bien, qui laisse les autres prendre leur tour et après qui va. Et après, on prend cette personne, on dit, ok, je vais sauter après lui. Dès que cette personne a fait son saut, on va, tac, on fait notre saut. Et c'est très important qu'après son saut, il faut jamais, limite 90% du temps, il faut pas tourner direct. Il faut toujours rider jusqu'au bord de la lagune, s'arrêter au bord de la lagune sur le sable, regarder s'il y a personne qui vient de l'autre côté et personne qui veut partir de ce côté où on est pour aller faire son saut. Là, on peut retraverser de l'autre côté de la lagune pour reprendre l'élan pour refaire un saut. Et la majorité du temps aussi, on fait toujours son saut du même côté. Parce qu'il y a en gros une take-off zone où tout le monde saute au même endroit, plus ou moins. Et, euh, et pour pouvoir faire son saut toujours au même endroit, eh ben, il va falloir prendre un bord pour remonter au vent. Parce qu'une fois qu'on fait le saut, ben, on doit s'arrêter et après il va falloir remonter au vent pour arriver à cette take-off zone. C'est pour ça que normalement on fait pas un tricks à droite, un tricks à gauche, un tricks à droite, un tricks à gauche. Et, euh, et après oui, c'est important que une fois que c'est à ton tour et c'est à toi de faire ton tricks, c'est aux autres à regarder qui te dérange pas. Et toi, quand c'est pas ton tour, et tu le sais que c'est pas ton tour, il faut vraiment que tu regardes, et si tu vois quelqu'un qui vient full speed pour faire son tricks, là il faut que tu fasses gaffe, et là il faut pas que tu le déranges. Et aussi ça se voit si quelqu'un est en train vraiment de prendre l'élan pour faire un tricks, ou alors s'il est juste en train de traverser le lagon, et ben c'est ce genre de truc qu'il faut commencer à comprendre et à voir, ok, lui, il va faire son tricks, lui, il va pas faire son tricks. Et, euh, et comme ça marche en fait. Et en fait, et c'est assez rigolo parce qu'effectivement, quand t'as jamais fait ça au début, c'est un peu pénible quand t'es un peu
Alors tu te dis, il y a ce côté, alors donc chacun s'arrête de son côté. Donc si vous voyez qu'il y a des mecs qui arrivent plutôt pas mal en chausse, je dis des mecs, mais il y a des nanas qui envoient du lourd, hein, évidemment. En chausse avec l'aile au zénith, c'est pas parce qu'ils sont en train de discuter, c'est qu'effectivement il se passe un truc et que chacun doit prendre son tour comme un peu dans un, un câble, hein, sur un cable park. Oui, exactement. C'est vraiment l'idée. Donc bah respectez ça. Et Merci à puis vous. aussi, moi, il y a des fois, la première fois, à chaque fois, je me dis, la dernière fois, je me suis dit, oh la flemme et tout ça, parce que du coup, bah voilà, tu peux pas faire, Bah, quand t'es dans ce genre de lagune, tu peux pas faire du freeride, le, juste à faire un petit front loop ouais. ou juste des petits sauts, parce que Le tu le problème, sens, c'est pas bon. le problème, c'est que ça part très vite en couille. Aussi, on le sent très bien s'il y a eu pas de vent pendant quelques jours, et tout d'un coup, il y a de nouveaux jours. Ça ne marche jamais. C'est toujours le chaos total parce que tout le monde aimerait faire les sauts, tout le monde aimerait machin. Et en fait, la lagune, il y a toujours un endroit où il y a tous les pros qui font leur saut et puis tous les pros qui prennent leur tour et tout ça. Mais après la lagune, il y a toujours différents spots dans la lagune où on peut aller faire du freeride, machin, et on dérange personne. Mais aussi, un autre facteur, c'est que nous, on aime bien. Souvent, on arrive à une lagune et puis elle est toute petite. Puis les gens se disent, mais pourquoi vous kayez là-dedans? C'est tout petit, c'est nul. Mais nous, on aime les petites lagunes parce que c'est que dans les petites lagunes que c'est vraiment flat et puis que c'est parfait pour faire notre X, quoi. Du coup, pas plus petit la lagune, mieux c'est, mais quand la lagune est trop grande, c'est pas top non plus. Et du coup, à Kauipe, à Kombuko par exemple, il y a vraiment c'est une lagune qui fait plein, un peu comme un escalier. Et il y a vraiment un escalier c'est même pas vraiment le meilleur escalier de la lagune, mais il y a cet escalier qui est réservé pour les pros. Et puis s'il y a quelqu'un d'autre qui vient s'incruster ou quoi, et puis qui coupe la ligne ou bien machin, ben il se fait gueuler dessus et puis ça marche pas, quoi. Bon, on a évoqué, hein, tu disais, hein, que tu fais du kite à super niveau, du ski à super niveau, un peu de skate, même pas mal. Enfin, tu es un skater raisonnable, quoi, tu vois. Je t'ai vu faire du wingfoil. Je pense que j'ai l'impression que tu essayes plein de trucs. C'est quoi ton petit kiff en ce moment, le petit truc que tu aimes bien pratiquer Alors, moi, c'est vraiment tout. J'aime faire de tout. Et bah, là, en ce moment-là, j'aime bien faire du surf. Parce qu'on a des vagues pas mal ici à Taïba. Et puis le vent à cette saison-là au Brésil, quand elle a plutôt tendance à tomber un peu, à être moins bien. Du coup, je passe pas mal de temps ici en train de faire du surf. Du surf à la rame, Du sans surf à kite. la rame, oui. Et mais bien sûr, là j'ai tout mon matos, j'ai du matos de wingfoil, du matos de kitesurf, du matos de big air, de freestyle, j'ai tout pris avec moi et puis j'aime vraiment polyvaler, faire un peu de tout, faire une session de kite, une session de surf, une session de wing, une session de kite. Ça m'est un peu égal tant que je peux faire plein de différents trucs. Je me demandais, c'est quoi ton meilleur souvenir de session? La plus belle session, le truc. Je pense, je devrais dire que c'était l'année passée ici au Brésil que j'avais vraiment des sessions de dingue. Genre, je partais à l'eau et puis je faisais mes 4 meilleurs tricks, first try, genre comme échauffement en gros. Et puis après ça, ben, je sortais de l'eau parce que voilà quoi, la session était finie quoi. Ouais, ça, c'est Et pour toi, ça, c'est ça. Une bonne ouais, session, un bon moment à l'eau, c'est quand tu arrives à rentrer c'est tes de tricks rentrer tous les fluides. tricks. Ouais. Exactement. Alors, à l'inverse, est-ce que tu peux nous dire c'était quoi ta plus grosse galère en kite, en ski, en ce que tu veux? Alors, plus grosse galère je veux dire en kite, ben, j'en ai pas eu tant que ça, honnêtement. C'est clair, j'ai fini par nager 2, 3 fois parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent et le vent est tombé, machin. Mais je pense que celle qui me saute à l'esprit le plus vite, c'est que je suis allé faire du foil avec mon frère. Il y avait très très peu de vent. On a vraiment longtemps hésité si on allait aller ou pas. Au final, il est allé en 12, lui et moi en 10. Et moi, j'ai fait tomber mon kite au premier. Et lui, en essayant de me redécoller, il a fait tomber son kite. Et après, on était les deux en train de nager. Et puis, j'ai réussi à redécoller mon kite. J'ai aidé, je l'ai aidé à redécoller son kite. Mais en essayant de l'aider à redécoller son kite, j'ai arraché un des tuyaux One Pump de son kite. Donc, on était au milieu du lac de Neuchâtel avec un kite qui était en train de perdre de l'air très rapidement. Et
Et du coup, ben lui a dû. Moi, j'étais là en train de tenir le truc fermé à un doigt, en train de. Enfin, du coup, mon kite est tombé aussi. Et lui a enroulé sa barre parce que j'ai pas réussi à remettre le truc moi-même. Et une fois qu'il est arrivé à moi, le kite était déjà assez dégonflé. Et on a réussi à remettre le truc one pump. Et heureusement, on était juste à au bon endroit du lac pour on dérive sur une plage où on était parti en gros. Et moi, j'ai réussi à décoller mon kite. Et après, moi, je suis retourné à la main beach, à la plage principale. Et j'ai posé mon kite et j'ai été à cette autre plage où lui, après, est arrivé à la nage avec le kite à moitié dégonflé. La classique, la bonne session de foil. Ouais, une bonne saison de folle dans pas de vent. Il y a une raison pour laquelle, je te le disais, j'étais content que tu viennes, parce que tu es ultra doué, du coup tu es ultra jeune. Je pense que sur Mordu, tu vas être le plus jeune de tous les invités qu'on a Ah, eu. Et j'en profite. Je voulais savoir un petit peu, toi, comment tu la vis cette année 2020. T'as 20 ans, c'est une année très particulière. Comment ça t'a affecté le Covid, le lockdown, autant professionnellement que personnellement? bah, professionnellement, déjà, on a eu zéro compétition. Enfin, on a eu une compétition cette année. Alors que le tour avait bien pris et puis on avait un bon calendrier et tout ça. Ensuite, lockdown, ben, ça a pas été trop mal pour moi. En Suisse, c'était cool. On n'était pas enfermé chez nous, on pouvait sortir, machin, les magasins étaient ouverts, pas de problème. Euh, mais au début, c'était cool parce que j'étais à la maison, j'étais tranquille, un peu de vacances, quoi, en gros. Et après, j'ai quand même pas mal voyagé, j'ai fait des shootings avec mes sponsors, tout ça, sans gros problème. Et en fait, pour être honnête, c'est là, à l'instant maintenant, que ça commence un peu à me casser les couilles. Parce que c'est vraiment pour les voyages et tout ça, ça limite, ça commence à être plus difficile maintenant. Et on doit faire des tests, on doit faire tout ça, et puis ça, ouais, c'est pas facile. On le fait quand même. Et puis moi je dis toujours ouais, ça sert à rien pour moi ça sert à rien de m'enfermer chez moi maintenant et puis d'arrêter de vivre ma vie à cause de ça quoi. J'essaye de faire au mieux, je respecte au mieux les distances sociales, le port du masque, tout ça, ça me dérange pas du tout. C'est juste que j'aimerais pouvoir continuer à faire mon sport et puis cette année, on a fait un événement, on avait tous dû porter le masque, on s'est tous fait tester pour le Covid et tout, et ça s'est très bien passé. Alors moi, je demande juste un truc, c'est laissez-nous pratiquer notre sport, laissez-nous faire de la compétition parce que c'est notre job en gros. Si on fait pas ça, ben qu'est-ce qu'on fait de notre vie? On va pas arrêter tout ça juste pour un virus quoi. Du coup, voilà, moi je dis à tout le monde, ouais, continuez à vivre votre vie et puis tout va bien se passer. Nous, il y a une polémique un peu en France, parce que pendant le confinement, les spots sont fermés. C'est-à-dire que t'as pas le droit de faire du kayak, t'as pas le droit de surfer. Et donc à chaque fois qu'il y a ces périodes de restriction, de plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent en disant mais c'est absurde quoi. Enfin, on peut aller faire son jogging, on peut faire du Mm. vélo, mais si tu habites à côté de la plage, tu peux pas surfer, tu peux pas faire de kite. Ouais, c'est En clair. kite, t'as au moins 20 mètres de distance avec le mec d'à côté parce que c'est hyper important de rester Ouais. espacé. C'est pareil en Suisse ou En Suisse, on n'a jamais. C'était toujours conseillé de ne pas aller faire des sports, machin, surtout parce que si on se fait mal, machin, bah, il va falloir aller à l'hôpital ou quoi que ce soit. Mais moi, avec mes parents, on est toujours allé faire du ski en randonnée et tout ça. Parce que je veux dire, ski en randonnée, on risque pas. Je veux dire, on n'est pas des randonneurs très extrêmes, quoi. On va pas faire des trucs super dangereux où on risque vraiment de se faire mal ou quoi. Et puis on était loin de toute civilisation. Alors on était là, mais bon, attends, ça va quoi. On va pas.
je veux dire, on risque plus de choper le Covid en allant au supermarché qu'en allant faire du ski en randonnée, quoi. Ouais, c'est ce qu'on pense aussi, hein. Mm. C'est quoi, je voulais savoir un petit peu, c'est quoi toi ton objectif à moyen, alors peut-être à moyen terme déjà, et puis après sur le long terme, comment tu vois ta carrière évoluer? Est-ce que déjà c'est des questions que tu te poses? Ben, à moyen terme, c'est champion du monde. C'est pas, y a pas de question. Après, j'aimerais faire champion du monde de kite et champion du monde de freeride. Donc là, pour l'instant, mon focus est un peu 70% kite, 30% ski. Mais je sens qu'une fois que j'ai passé ce cap de champion du monde, je risque de mettre un petit peu, ça risque de s'approcher des 50-50 peut-être. Peut-être pas tout à fait, mais ça risque de s'approcher. Et, euh, et après ça, mon but, c'est vraiment de vivre de mon sport, de me faire un nom, d'avoir des sponsors, et puis de faire des vidéos, des coachings, un peu tout ça, quoi. Je sais que si tout se passe bien, je vais pas retourner à l'école ou faire quelque chose comme ça, quoi. Alors avant de finir, on arrive bientôt à la fin de cet épisode, Maxime. Euh, Est-ce qu'en termes de préparation physique et entraînement, tu peux nous donner un petit peu ton programme, ce que tu fais, tes astuces? Alors moi, préparation physique, avant que j'ai commencé le freeride et que je faisais que du kite, ben c'était un peu l'hiver, c'était mon temps de préparation physique. Parce que je sais, je vais pas vraiment faire la prépa physique pendant que je suis en train de faire du kite ou machin, parce que ouais, ça, je trouve moi perso, je trouve ça vaut pas trop le coup. Euh, Ensuite, là maintenant, vu que j'ai la saison de ski, ben ma période de condition physique c'est un peu rapetissie. Mais je suis vraiment pas un grand fan de condition physique, alors ça me dérange pas du tout. Je sais que c'est important pour prévenir les, Les les blessures? blessures et tout ça. Mais, mais je fais déjà tellement de sport à côté et tout ça que je pense que je suis assez fort. Mon corps est en bon état, je veux dire, pour l'instant. Et c'est clair, je passe quelques heures en salle et tout ça par semaine, mais pas tant que d'autres. Tu passes ton temps à rider, bah, c'est bien, ouais, t'as bien raison. Avant de conclure, je me demandais tes inspirations, enfin un peu les modèles, toi, quand t'as grandi dans le kite et dans le ski, c'était qui tes riders iconiques? Alors, tout au début du kite, c'était Yorizon. Ouais. J'étais un énorme fan de Yorizon. Et du reste, je l'ai rencontré quand j'avais, je pense, 14 ans ou comme ça. Il est venu à un spot en Suisse. Et puis, c'était waouh, quoi. C'était Yorizon, quoi. Et, euh, et Yorizon. Et après, j'ai un peu toujours été fan des meilleurs riders, quoi. Carlos Mario, Liam, tout cela. J'ai toujours regardé leurs rides et admiré leurs rides. Et en ski, ben en freeride, j'ai jamais eu d'idole parce que j'ai jamais. En fait, je suis un peu entré dans la scène avant même de connaître quelqu'un de la scène. Je connaissais vraiment personne. Tout le monde me parlait, ouais, celui-là est trop fort, machin. Moi, je suis là, ok, je sais pas, je connais pas. Et, mais c'est clair, en ski alpin, je regardais beaucoup d'IDQ ou bien. Je suis un grand fan de Michael Achifreyin, tous ces grands bosseurs talentueux aussi qui performent quoi. Cool. Une dernière question pour toi. J'aime bien demander à mon invité quelqu'un qui aimerait écouter dans un prochain épisode de Mordu. Ça pourrait être qui pour toi? Ah là maintenant je viens d'avoir une idée, je pense que ça serait Tito Anguilla. Ouais. Tito parce que c'est un gars très intéressant, il a énormément d'histoires à Bon. raconter. Titouan, c'est quelqu'un qui a super performé, enfin qui performe énorme en wingfoil. Oui, exactement. Il fait de la wing maintenant, mais il est aussi, en fait, il est très passionné du ride, en fait. Il aime le foil, il aime le surf et il essaie vraiment de passer le plus de temps possible sur l'eau. Et puis en parallèle, il fait ses études pour devenir pilote. Alors, et c'est un gars très fou un peu, mais quand même
cool à parler avec et tout. Alors, ouais, je pense. Ah bah écoute, ouais, Titouan, il est sur ma liste et bah écoute, je vais le Très prioriser bien. pour qu'il vienne. Cool. Maxime, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Euh, Pareillement. je te dis à très bientôt. Merci. Salut, À ciao. bientôt. Ciao, ciao. J'espère que vous avez autant aimé que moi ce moment avec Maxime. On espère qu'il va tout déchirer cette semaine à Tarifa pour la première épreuve de la saison et on suivra son objectif fou de devenir le premier rider champion du monde en kite freestyle et en ski freeride. Si vous avez aimé cet épisode, je vous conseille vivement d'aller écouter l'épisode 12 avec Aurélien Pétro, un des patrons du Big Air français. Si vous aimez Mordu, rejoignez-nous sur le compte Instagram Mordu le podcast. On compte aussi sur vous pour nous mettre 5 étoiles et vos commentaires sur Apple Podcast, c'est hyper important, un grand merci par avance. On se retrouve dès la semaine prochaine, le mardi, pour un nouvel épisode de Tendance Ride. Nous décryptons avec Thierry Seret de l'agence Code Zero les dernières modes du monde de la glisse. À très vite sur Mordu.